Bonjour à tous, Stasi. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. À Benin City, une ambition discrète reflétait le cœur de Rita Jones. Fille d'un instituteur à la retraite et d'un vendeur de poivrons au marché d'Obéa, Rita a grandi entourée de résilience. Sa mère, Mama Agatha, disait toujours « On va loin en surmontant ses peurs ». Ces mots ont guidé Rita dans toutes les épreuves. À 24 ans, elle avait obtenu son diplôme en administration des affaires à l'Université du Bénin, mais les emplois étaient rares. Avec un mélange d'espoir et de désespoir, elle a cousu et vendu des sacs à main en tissu Ankara depuis son studio à New Bénin. Ses journées étaient remplies de tissus colorés et de rêves trop grands pour les rues rouges qu'elle arpentait chaque matin. Elle n'était pas amère, juste avide de plus. Elle voulait être vue, entendue, valorisée. Elle rêvait d'une vie où l'amour ne rimerait pas avec endurance et où le succès ne serait pas accidentel. Son cœur était tendre, mais sa volonté de faire. C'est lors d'une de ses virées au marché du week-end à Ring Road qu'elle rencontra Richard Carter. Il se démarquait dans un caftan gris qui lui collait à la peau comme une assurance. Rita avait choisi un rappeur déchu lorsqu'il lui avait proposé son aide, son sourire désarmant et sa voix douce. « Tu es bien trop élégante pour courir après des tissus dans la rue », la taquina-t-il. Au début, elle le repoussa poliment, se méfiant des Lagosiens qui traversaient le Bénin comme un brouillard flottant, ne laissant derrière eux que des promesses. Mais Richard persista avec une ténacité des plus charmantes. Au cours des semaines suivantes, il retourna au Bénin sous couvert d'affaires, mais il trouvait toujours le chemin de son étal. Il lui racontait des histoires de Lagos, de transactions rapides, de pentouses, de rêves qui se déployaient sous les lumières des néons. Il parlait du succès non pas comme d'une possibilité, mais comme d'une certitude. Son ambition rejoignait la sienne, et elle se sentait attirée par l'énergie de sa voix, par la façon dont il semblait croire en elle sans la connaître pleinement. Elle s'ouvrit lentement, révélant des facettes d'elle-même longtemps cachées. Ses peurs, ses rêves, son amour pour la mode. Richard l'écoutait, du moins le croyait-elle. En 3 mois, l'amour s'épanouit comme des lys flamboyants après la pluie. Richard la demanda en mariage sous un manguier, devant la propriété familiale de Rita, devant les voisins et les enfants, aux yeux écarquillés. Elle accepta, le cœur battant comme les tambours des Arbones au festival d'Igu. Malgré les avertissements mesurés de son père et les prières silencieuses de sa mère, elle suivit Richard à Lagos. Ils célébrèrent un mariage à la cour et une petite réception à Surlier, où il lui fit découvrir son univers, fait de sol en marbre poli et de réunions d'affaires qu'elle ne comprenait pas encore. À cet instant, Rita crut avoir trouvé la femme de sa vie. Les lumières de la ville scintillaient de promesses, et elle se sentait comme le personnage principal d'une histoire qui se dévoilait enfin. C'était le début d'un nouveau chapitre, celui qu'elle avait attendu toute sa vie. Lagos lui parut d'abord bouleversante, plus rapide, plus bruyante et plus agitée que tout ce que Rita avait pu imaginer. La ville vibrait d'un rythme cardiaque incessant, les klaxons des danfos sillonnant la circulation, les commerçants criant les prix au bord des routes et le poids de l'ambition pesant dans l'air. Leur appartement à l'Equiphase One offrait tout ce dont elle n'avait jamais rêvé. Portes vitrées, carrelage en marbre, lustres pareils à des feux d'artifice glacés. Pourtant, sous ce luxe, Rita se sentait comme une étrangère sur un plateau de tournage pour lequel elle n'avait pas été choisie. Richard insista pour qu'elle reste à la maison, prétextant qu'il leur fournirait tout le nécessaire. Lorsqu'elle lui a proposé d'ouvrir une petite boutique ou de se perfectionner en affaires, il a balayé sa proposition d'un revers de la main. « À quoi bon tout ça? Je gagne de l'argent, détends-toi et sois une épouse comme il faut. » Rita a ri les premières fois, pensant que c'était juste sa façon de la protéger. Mais ses rires s'estompaient à chaque nouvelle restriction. Ses appels téléphoniques à ses amis étaient remis en question. Ses SMS étaient vérifiés. Ses opinions pendant le dîner furent rapidement ignorées. Sa tenue vestimentaire, la personne qu'elle saluait en quittant la maison, tout était surveillé d'un regard autrefois admiratif, désormais scrutateur. Les affaires de Richard, autrefois prometteuses, commencèrent à vaciller. Des affaires ont échoué. Un investissement douteux a fait faillite. Il est rentré chez lui de plus en plus frustré, s'en prenant au personnel, claquant des tiroirs et soupirant sans cesse. Il ne leva pas la main, mais ses mots étaient plus tranchants que des gifles. « Sais-tu seulement combien je travaille dur pendant que tu es assis là, comme une décoration? Si j'avais épousé quelqu'un de plus utile,
peut-être que les choses ne seraient pas comme ça. Rita se retranchait dans le silence, soignant des blessures qui ne laissaient aucune trace mais résonnaient dans sa poitrine. Les nuits devinrent plus froides. L'espace entre eux s'élargissait, même dans le même lit. Richard blâmait tout le monde sauf lui-même, ses partenaires, l'économie, et même Dieu, mais n'avait jamais envisagé que l'orgueil et les mauvais choix avaient bâti son empire en ruine. Il commença à s'enfermer dans son bureau pendant des heures, parfois toute la nuit. Quand Rita posait des questions, il la fusillait du regard jusqu'à ce qu'elle recule, le cœur battant. L'homme qui lui envoyait autrefois des poèmes de deuil la plongeait, désormais dans une spirale d'angoisse d'un seul regard. Pourtant, Rita s'efforçait d'être la femme qu'il désirait. Elle cuisinait ses plats préférés, portait ce qu'il aimait et gardait une voix douce, priant pour que l'amour puisse réparer ce qui lui échappait. Elle lisait des livres sur le mariage, priait tard dans la nuit et souriait à travers ses larmes lors des appels téléphoniques à sa mère. Mais au fond d'elle, la flamme s'éteignit. Elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était autrefois, la jeune béninoise, vive et dynamique, qui avait osé rêver. Lagos l'avait changée, et Richard aussi. Chaque jour était comme marcher pieds nus sur du verre, sourire au monde, saigner en silence. Et tandis que le monde extérieur la considérait comme chanceuse, Rita commençait à se demander si elle n'avait pas simplement troqué une difficulté contre une autre, avec un papier peint plus raffiné. Alexa Matthews s'insinua dans la vie de Richard comme un murmure, douce, confiante et impossible à ignorer. C'était le genre de femme qui rendait le silence bruyant, avec un regard qui ne se contentait pas de regarder, mais qui scrutait. Agent immobilier réputé dans les cercles aisés de l'Équi, Alexa avait la réputation d'être persuasive, professionnelle et dangereusement persuasive. Elle portait des tailleurs sur mesure qui épousaient ses formes sans effort et des talons qui claquaient comme des signes de ponctuation dans chaque pièce où elle entrait. Sa voix, chaude et mielleuse, avait un ton séduisant, même lorsqu'elle parlait affaires. Leur première rencontre eut lieu lors d'un brunch chic organisé par un magnate de l'immobilier. Richard, qui tentait de se remettre sur pied financièrement, y participa avec l'espoir de relancer des affaires au point mort. Alexa faisait partie des meilleurs courtiers immobiliers à présenter des propriétés haut de gamme à des investisseurs potentiels. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce. Elle vit le désespoir derrière son sourire. Il a vu une opportunité dans son charme. Une poignée de main s'est transformée en café. Le café s'est transformé en cocktail. Les conversations se fondaient entre affaires et flatteries. Richard, avide de validation et de contrôle après des mois de frustration, était attiré par elle comme un papillon par la flamme. Elle ne la poursuivait pas. Elle tira. L'affaire commença discrètement. Une semaine après leur premier dîner, Richard commença à rentrer plus tard que d'habitude. Les appels devenaient plus difficiles à retracer, et ses excuses étaient pleines de demi-vérités. Il prétendait rencontrer des investisseurs, gérer des clients ou conclure des affaires à Banana Island. Mais son parfum persistait plus longtemps que d'habitude, et il avait retrouvé un dynamisme qui ne provenait pas de succès commerciaux. Alexa savait flatter l'ego d'un homme tout en le gardant sous contrôle. Elle louait ses idées, riait de ses blagues caustiques et lui donnait l'impression d'être un roi, même dans l'échec. Son appartement de Victoria Island devint leur refuge secret, des murs où Rita entendait des confessions que Rita ne voulait jamais entendre. Alexa ne posait jamais trop de questions. Elle s'offrait comme une solution à ses moindres insécurités. Pour un homme qui sentait le monde lui échapper, elle était un réconfort dans le chaos. Richard, aveuglé par la luxure et l'orgueil, ne se rendait pas compte du gouffre émotionnel qu'il creusait entre lui et sa femme. Pour lui, ce n'était pas une trahison, c'était une fuite. Un plaisir qu'il pensait mériter. Pendant ce temps, Rita sentait le changement comme un changement de vent avant la pluie. Elle remarqua l'odeur inconnue sur ses chemises, plus douce, plus féminine que la sienne. Des tickets de caisse de restaurants inconnus glissaient dans son jean. La froideur dans son regard après de longues journées. Richard était devenu impatient, facilement irritable et désintéressé par les conversations sur leur avenir. Ses tentatives de communication se heurtaient au silence ou au sarcasme. Au début, elle se disait que c'était le stress, que les affaires pesaient lourd. Mais au fond, elle le savait. Elle l'avait toujours su. Les femmes, comme elles n'avaient pas besoin de preuves, elles ressentaient la trahison au plus profond d'elles-mêmes. Pourtant, Rita ne disait rien. Elle observait la scène depuis l'ombre de son propre mariage, craignant que la confrontation ne l'éloigne encore plus. Le silence, pensa-t-elle,
était le prix à payer pour conserver le peu d'amour qui lui restait. Alors, elle ravala sa douleur, ajusta son sourire et resta. Non par faiblesse, mais dans l'espoir que l'amour se retournerait encore et se souviendrait de son visage. La relation de Richard Carter avec Alexa Matthews devenait de plus en plus profonde, sombre et exigeante de semaine en semaine. Leur rencontre n'était plus occasionnelle, elle devenait routinière, cachée au grand jour. Il commença à louer un service après-vente dans une agence sous un faux nom, et Alexa avait ses propres clés. Elle remplissait l'espace de jazz doux, de vins millésimés et de bougies parfumées, des choses que Rita n'avait jamais le temps ni la permission d'apprécier. Alexa, rusée et réfléchie, commença à parler d'un ton possessif, appelant Richard son homme derrière des portes closes. Elle caressait son ego meurtri par des entreprises ratées, lui disant qu'il était fait pour de plus grandes choses, plantant des graines dangereuses dans un sol déjà fissuré par l'orgueil. Ce qui avait commencé comme une évasion devenait une seconde vie. Richard ne voyait plus dans ces liaisons une tromperie, mais un nouveau départ. Avec Alexa, il n'avait plus à s'expliquer, et surtout, il n'avait plus à affronter ses échecs. Il devint plus audacieux, voire insouciant. Il portait de nouvelles chemises, arborait des montres de luxe offertes par Alexa et rentrait chez lui avec un regard qui croisait rarement celui de Rita. Lorsqu'il n'était pas avec Alexa, il lui envoyait des textos sous la table, même au dîner que Rita leur préparait. Son désir pour Alexa n'était pas seulement physique, il reflétait le pouvoir qu'elle lui procurait, l'illusion de réussite qu'elle lui procurait. Tandis que Richard se noyait dans sa nouvelle obsession, Rita prenait de l'ampleur. La grossesse l'avait transformée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle devint plus réfléchie, plus concentrée. Le bébé qui grandissait en elle lui donnait quelque chose que Richard ne lui offrait plus, un but. Seule et blessée, mais refusant d'être brisée, elle loua un petit appartement à Yaba avec l'argent qu'elle avait secrètement économisé avant son mariage. Ce n'était pas grand-chose, une boutique étroite entre une pharmacie et un tailleur. Mais pour elle, c'était une porte vers la liberté. Rita avait toujours aimé la mode, dessinait toujours tranquillement dans ses carnets le soir. Elle avait baptisé sa boutique Rue Élégance, en hommage à la jeune fille qu'elle était. Elle a commencé modestement, vendant des imprimés Ankara, des tenues prêtes à porter et des accessoires en perles de créateurs locaux. Ses premiers clients étaient des commerçantes et des étudiantes, mais la réputation de son service client chaleureux et de sa sélection raffinée s'est rapidement répandue. Chaque rouleau de tissu plié sur les étagères était comme un fil conducteur qui la rassemblait. Chaque vente lui rappelait qu'elle était encore capable, toujours digne. Elle engagea une apprentie adolescente, Esther, qui lui rappelait elle-même des années plus tôt, pleine d'espoir, mais incertaine face au monde. À mesure que la boutique grandissait lentement mais sûrement, la force de Rita grandissait aussi. Elle commença à se lever plus tôt, à marcher plus doucement et à parler avec plus d'assurance. Ses joues rayonnaient, non seulement à cause de la grossesse, mais aussi grâce à l'étincelle d'indépendance qui s'allumait en elle. Elle n'attendait plus que Richard s'intéresse à elle ou au bébé. Elle cessa de demander où il était, cessa de rivaliser avec le fantôme d'une femme qu'elle n'avait jamais vue mais qui lui causait déjà du ressentiment. Il y avait de la tristesse, certes, mais elle n'était plus paralysante. Rita se remit à sourire, non pas pour Richard, mais pour elle-même. Elle décora les murs de sa boutique d'affirmation, engagea une chanteuse à temps partiel et progressa petit à petit vers le développement de sa marque. La gosse était encore rude, mais entre les 4 murs de sa boutique, Rita trouva refuge. Son ventre grossit, sa boutique prospéra. Jour après jour, elle retrouva discrètement des parts d'elle-même que Richard avait érodées. Et pourtant, malgré sa force retrouvée, elle gardait un fragile espoir que, d'une manière ou d'une autre, Richard pourrait un jour retrouver la femme qu'il avait autrefois aimée. Alexa Matthews en avait depuis longtemps assez d'être le secret. Lorsqu'elle rencontra Richard Carter, elle fut intriguée par son charme discret et son assurance. Il se comportait comme un homme qui avait autrefois régné sur le monde et qui croyait encore pouvoir le reconquérir. Mais après plusieurs mois de liaison, Alexa commença à réaliser quelque chose de troublant. Elle tombait amoureuse d'un homme qui portait encore son alliance à l'abri des regards. Au début, elle tolérait les excuses. « C'est compliqué », disait-il. « On ne quitte pas un mariage comme ça. » Mais Alexa n'était pas une femme qui supportait la stagnation. Elle avait de l'ambition, de la beauté et une persévérance qui rendaient les hommes imprudents.
Chaque fois que Richard rentrait précipitamment chez lui, chaque fois qu'il répondait à un appel tardif d'un ton prudent, elle le ressentait comme une gifle. Elle ne voulait plus le partager. Son désir d'exclusivité s'est transformé en obsession. Éliminer le seul obstacle qui, selon elle, les retenait, Rita. Elle a commencé sa campagne avec subtilité. Lors de dîners aux chandelles dans leur refuge secret d'Aqua, Alexa glissait des remarques soigneusement formulées. « Te vois-tu vraiment vieillir avec elle ?» demandait-elle, la tête penchée, la voix douce. « Tu mérites un partenaire qui croit en toi. Quelqu'un qui vous défie, pas quelqu'un qui s'accroche au passé. » Au début, Richard résistait au débat. Il esquivait, changeait de sujet ou se taisait. Mais Alexa était implacable. Elle utilisait son soutien comme une arme, se comparant à Rita sans jamais prononcer son nom. « Tu me dis des choses que tu ne peux pas lui dire. Je connais tes peurs, tes rêves. Ne te fais-je pas revivre ?» Ses yeux scrutaient les siens, le mettant au défi de nier la vérité qu'ils savaient tous deux commencer à prendre forme. Richard se retrouva pris au piège, non seulement par son corps, mais aussi par sa confirmation. Alexa lui apportait ce que son entreprise en ruine et sa vie familiale tendue ne pouvaient lui apporter, de l'admiration. Elle lui donnait le sentiment d'être important. Et en retour, elle exigeait son engagement total. Lorsque la subtilité ne parvint pas à le faire bouger, Alexa changea de tactique. Le charme disparut. Ses paroles devinrent plus tranchantes, sa patience s'amenuisa. Un soir, après un long silence dans leur espace commun, elle se tenait près de la fenêtre et lui dit froidement « Si je ne suis pas ton avenir, alors je ne serai plus ta prison. » Elle croisait les bras, les yeux fixes. Richard la fixait, hésitant entre argumenter ou acquiescer. « Tu parles sans cesse de construire quelque chose de grand, mais tu es toujours attaché à un mariage déjà terminé. » La voix d'Alexa ne tremblait pas. « Tu veux la liberté, Richard? Alors agis en homme et prends-la. » La tension monta entre eux. Alexa prit son sac à main et se dirigea vers la porte. « Divorce » dit-elle simplement. « Ou me perdre ?» La porte claqua derrière elle, laissant Richard seul, plongé dans une tempête de confusion et d'ego. L'idée résonna dans son esprit comme un battement de tambour, divorcer. Il ignorait que le monde de Rita était déjà en train de changer, que sa résilience silencieuse était renforcée par un secret qu'il n'avait pas encore découvert. Et tandis que la pression d'Alexa s'intensifiait, Richard commença à envisager un choix irréversible. Les papiers du divorce arrivèrent sans prévenir. Rita se tenait sur le seuil de leur ancienne maison, les documents tremblants dans sa main comme si l'encre même lui brûlait la peau. Richard ne les avait même pas remis lui-même. Un inconnu en costume, l'un de ses associés, les lui tendit avec un sourire narquois et une explication laconique. Il n'y eut pas de conversation, pas de dernier mot, pas de conclusion, juste un texte juridique froid annonçant la fin d'une union à laquelle elle avait autrefois cru. L'esprit de Rita tournoyait tandis qu'elle titubait dans le salon vide, où résonnaient encore les échos de leurs rires, de leurs disputes et le poids de leur silence. Ses doigts se crispèrent sur les papiers. En quelques mois, l'homme pour qui elle avait quitté son foyer et construit sa vie la traitait désormais comme un inconvénient dont il fallait se débarrasser. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. La douleur lui pesait sur la poitrine comme une pierre, inexorable et dure. Elle rangea le peu qu'elle put dans une valise usée et partit ce soir-là, sans dire adieu et sans que personne ne puisse l'arrêter. Arrivée au Bénin, c'était comme entrer dans une vieille photographie, familière et pourtant lointaine. Les rues autrefois animées de sa jeunesse ressemblaient désormais aux couloirs de la défaite. Rita emménagea dans une petite pièce humide derrière l'épicerie de sa tante. Les couleurs vives qu'elle portait autrefois virèrent au gris. L'éclat de ses yeux s'estompa. Mais c'est vers sa boutique, sa passion, sa fierté qu'elle se précipita d'abord. La devanture, un bâtiment modeste mais élégant dans lequel elle avait mis toute son âme, se dressait toujours au coin d'Okoro Road. Cela avait toujours été son refuge, un espace qui lui offrait une voie au-delà du mariage, au-delà de l'épouse. Tour, son sanctuaire devint son champ de bataille. Un matin, elle arriva et le trouva en ruine. La porte d'entrée avait été arrachée de ses gonds, des mannequins jonchaient le sol comme des soldats tombés au combat, et ses tissus, ses imprimés Okoro soigneusement sélectionnés et ses créations sur mesure, étaient réduits en lambeaux. La vitrine était fissurée, comme un avertissement silencieux. Ce n'était pas un hasard. C'était calculé, personnel. Rita n'avait pas besoin de preuves pour savoir qui avait orchestré tout cela. Le même homme, cela.
Le même homme qui prétendait autrefois l'aimer l'avait maintenant réduite en miettes, d'abord émotionnellement, puis financièrement. Les voisins murmuraient. Certains la plaignaient, d'autres la jugeaient. Elle avait dû faire quelque chose, dit une voix derrière un rideau. Peut-être l'avait-elle provoqué, murmura un autre. Rita entendit tout et ne dit rien. Son silence devint son armure. Elle se tenait devant les décombres de son rêve, non pas en larmes, mais la mâchoire serrée et une tempête qui montait en elle. Aucun rapport de police n'avait été déposé. Aucune arrestation. Rien que des questions sans réponse et des menaces inexprimées qui flottaient dans l'air comme de la fumée. Sa boutique avait été plus qu'une simple affaire, c'était sa déclaration d'indépendance, son empreinte dans une ville qui ensevelissait souvent des femmes comme elle dans la honte. Maintenant, ce n'était plus que cendre dans la mémoire. Seule, meurtrie et trahie, Rita Jones avait été chassée de la vie qu'elle avait bâtie. Mais dans cette ruine silencieuse, quelque chose en elle commença à changer, non pas avec du bruit ou de la fureur, mais avec la froide et silencieuse prise de conscience que ce n'était pas sa fin. C'était seulement l'exil. Et les exilés reviennent toujours. Le soleil de l'après-midi s'abattait sur Benin City avec une lourdeur qui correspondait à la poitrine de Rita. Elle avait à peine mangé depuis des jours, survivant grâce à l'eau et aux rares crackers partagés par sa tante inquiète. Chaque pas dehors lui donnait l'impression de patauger dans un épais brouillard, ses pensées noyées dans l'épuisement et le chagrin silencieux. Ce jour-là, son corps ne pouvait plus supporter ce fardeau. Alors qu'elle traversait le marché pour collecter des échantillons de tissu, dans une dernière tentative pour préserver un fragment de son identité, ses genoux cédèrent. Les clients hurlaient tandis qu'elle s'effondrait au sol, les yeux fermés, sa robe trempée de poussière. La panique régnait, des voix réclamaient de l'eau, d'autres passaient en hâte, mais une silhouette s'agenouillait à côté d'elle avec une précision calme. Il ne criait pas et ne paniquait pas. Il la souleva simplement délicatement, comme on berce une fragile figurine de porcelaine, et la porta jusqu'au bord de la route, où une voiture s'arrêta presque instantanément. En quelques minutes, Rita était assise à l'arrière d'une modeste berline poussiéreuse, la tête posée sur l'épaule d'un inconnu aux mains d'un homme qui avait connu la guerre et la paix. La clinique locale n'était rien de plus qu'un petit bungalow niché entre deux magasins de pièces détachées automobiles sur Hobo Road, et pourtant elle bourdonnait de vie. Les infirmières se dépêchèrent d'agir, et une forte odeur d'antiseptique flottait dans l'air. Rita fut conduite dans une petite pièce où un seul ventilateur tournait lentement au-dessus de sa tête. L'homme qui l'avait secouru resta dehors, mais fut finalement autorisé à entrer. Il se tenait à son chevet, sans rien dire au début. Son regard, perçant et observateur, scrutait son visage, non pas avec pitié, mais avec une inquiétude discrète. Il finit par dire à l'infirmière qu'il s'appelait Timothy Charles. Il ne portait pas de vêtements de marque et ne parlait pas avec extravagance. Il avait quelque chose de discret, comme s'il se faisait discret tout en attirant l'attention sans le vouloir. Il se présenta à Rita avec un doux sourire lorsqu'elle reprit connaissance. « Tu t'es évanouie, dit-il clairement. Elle essaya de s'asseoir, mais il la pressa doucement de se reposer. « Tu es en sécurité maintenant. » Rita cligna des yeux, la vue encore floue, mais elle sentit de la sincérité dans sa présence, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti chez un homme depuis longtemps. Elle le remercia d'une voix rauque mais claire. Ils ne parlèrent que brièvement ce jour-là. Rita, encore sonnée, ne dit pas grand-chose, et Timothy n'insista pas. Il s'enquit de son état auprès de l'infirmière, régla sa facture en silence et sortit pour prendre un appel. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait là-bas, c'est que Timothy Charles n'était pas un bon samaritain ordinaire. C'était un ancien sénateur qui se préparait discrètement à la présidentielle, un homme profondément attaché à la vie privée, aux principes et à la détermination. Mais ici, entre les murs de cette modeste clinique, il n'était qu'un inconnu qui avait trouvé une femme déchue dans la rue. Pas de caméra, pas d'entourage, juste une rencontre fortuite entre deux êtres venus d'univers différents, chacun portant des blessures que l'autre ne pouvait pas encore voir. Tandis que le ventilateur tournait au-dessus de la clinique et que le crépuscule tombait, Rita sombrait dans le sommeil, ignorant qu'elle venait de croiser l'homme qui allait bientôt changer sa vie, et la nation, à jamais. Les jours qui suivirent l'effondrement de Rita s'écoulèrent lentement, jalonnés de moments de calme qui ne soignèrent pas seulement son corps. À la petite clinique, les infirmières commencèrent à reconnaître en Timothy Charles non seulement l'homme qui avait porté la jeune femme fragile, mais aussi celui qui revenait chaque jour sans faute. Il arrivait avec des repas simples,
de l'igname bouilli, de la bouillie ou de la soupe de gombo, soigneusement emballé et chaud. Malgré ses vêtements modestes, il se déplaçait avec un calme déterminé qui faisait que les gens s'écartaient sans qu'on sache pourquoi. Pour Rita, sa présence était une source de réconfort. Elle ne posait pas beaucoup de questions, et lui non plus. Pourtant, dans ce silence, quelque chose naissait. Lorsqu'elle ouvrit les yeux et le trouva assis tranquillement au bord de son lit, lisant un vieux journal, elle se sentit étrangement rassurée. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes », avait-elle murmuré le troisième jour. « Je ne m'attendais pas à ce que tu restes. » Répondit-il doucement, les yeux plissés par un rare sourire. Mais il resta. Rita retrouva peu à peu ses forces. Elle se surprit à parler, lentement et prudemment au début, de sa boutique, des Legos, de la trahison qu'il avait laissée seule. Timothy l'écoutait, hochant la tête de temps en temps, sans jamais l'interrompre ni l'insister. Il lui demanda des nouvelles des tissus qu'elle aimait, des modèles qu'elle dessinait autrefois tard dans la nuit et des rêves vibrants qu'elle nourrissait encore. Elle ne savait pas qui il était vraiment, et cela lui convenait. Il se présenta simplement comme Timothy, un homme de passage en ville pour une brève visite afin de régler des problèmes de documentation foncière. C'était une demi-vérité qui n'éveillait aucun soupçon. Il admirait sa façon de s'asseoir droite malgré la douleur, de cacher ses bleus sous un foulard, non par honte mais par dignité. Il y avait quelque chose de féroce dans son silence, une détermination tacite à se relever. Pour lui, Rita n'était pas seulement une femme abandonnée par la vie, elle était le symbole de ce que le Nigeria ignorait souvent, une résilience masquée par le silence. Timothy se surprit à rester plus longtemps à la clinique que nécessaire, s'attardant dans leur conversation, observant les interactions de Rita avec les infirmières, toujours reconnaissante, jamais amère. Elle ne lui demandait rien, ni son nom de famille, ni son passé, ni sa profession. Cela l'intriguait. La plupart des gens le flattaient ou cherchaient à l'utiliser. Mais Rita voyait simplement un homme qui offrait une gentillesse sans condition. Et en retour, il vit une femme qui refusait de se laisser définir par ses blessures. Lorsque le médecin la déclara enfin assez forte pour partir, ce fut Timothy qui lui proposa de l'aider à trouver un abri temporaire. « Ce n'est pas grave, » dit-il alors qu'elle hésitait. « Parfois, l'aide nous vient au moment où on s'y attend le moins. » Alors qu'elle acceptait avec prudence, le vent tourna, apportant avec lui la promesse d'un changement qu'aucun d'eux n'avait encore pleinement compris. Le rétablissement de Rita marqua plus qu'un simple retour à la santé, un tournant dans sa vie. Au fil des semaines, Timothy est resté une présence constante, lui offrant une compagnie discrète et sans exigence. Leurs interactions ont évolué, passant de brèves conversations à la clinique à de longues promenades nocturnes sous le ciel paisible de Benin City. Rita a recommencé à faire confiance, non pas aveuglément, mais prudemment, comme quelqu'un qui réapprend à marcher après une chute. Timothy ne posait jamais de questions sur son passé, sauf si elle lui en offrait elle-même, et elle trouvait du réconfort dans la façon dont il ne la regardait jamais avec pitié. Il avait une présence rassurante, qui ne nécessitait ni déclarations bruyantes ni gestes ostentatoires. Il y avait quelque chose d'ancien en lui, une douceur rare dans un monde qui avait toujours trop exigé d'elle. Ils partageaient des repas, des rires et des moments de silence aussi précieux que des mots. Au fil du temps, leur lien devint indéniable. Timothy n'avait aucune raison de la brusquer, mais même lui ne pouvait ignorer l'attirance grandissante entre eux. Un soir, assis dans un coin tranquille d'un jardin isolé derrière la petite maison qu'il l'avait aidé à louer, il lui parla avec une sincérité sereine. « Je sais que c'est soudain », commença-t-il en la regardant avec la sérénité qu'elle appréciait. « Mais je crois que nous pouvons construire quelque chose de fort, de différent. » En sécurité. Rita le fixait, le cœur battant, incertaine de savoir si le poids dans sa poitrine était dû à la peur ou à l'espoir. Un mariage tranquille. Pas de caméra, pas de foule. Juste l'union de deux êtres cherchant refuge l'un dans l'autre. Ce n'était pas le genre de demande en mariage qu'elle avait imaginé, mais c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin maintenant. Elle dit oui, non par désespoir, mais avec une confiance qui la surprit elle-même. La cérémonie fut brève, seul un pasteur local et son épouse y assistèrent. Pas d'échange d'alliance, juste une prière et l'union solennelle de deux mains qui avaient connu plus de souffrance que la plupart des cœurs ne pouvaient en supporter. Peu après leur mariage discret, un vent de changement s'est abattu avec une force incroyable. La nouvelle a fait le tour du pays. Timothy Charles,
l'énigmatique ancien sénateur à la réputation discrète de réformateur, était devenu le favori de la prochaine élection présidentielle. La campagne a connu un élan inattendu. Son sang-froid, son intelligence et son intégrité ont inspiré confiance à une population en mal de leadership honnête. Et comme par magie, presque du jour au lendemain, il a été élu président de la République fédérale du Nigeria. C'était surréaliste. Rita, toujours discrète à sa demande, assistait à l'investiture depuis les appartements d'une résidence privée sous haute surveillance. L'homme qu'elle avait épousé dans un modeste jardin béninois se tenait maintenant devant des millions de personnes, la main sur la Constitution, prêtant serment de servir la nation. Et pourtant, malgré le vacarme du pouvoir qui l'entourait, il restait le même homme qui lui avait autrefois tenu la main près d'un lit d'hôpital, constant, bienveillant et discrètement engagé. Les rues de Lagos bourdonnaient de leur rythme habituel, klaxonnant, vendeurs ambulants dispersés, parfums de bananes plantains grillés se faufilant dans la circulation. Rita était revenue discrètement pour une brève visite de sensibilisation liée à ses nouveaux intérêts humanitaires, un événement discret organisé dans un centre communautaire rénové de Surulere. Timothy avait eu l'idée de minimiser ses apparitions publiques jusqu'à ce que la nation s'habitue à leur mariage atypique. Vêtue d'une simple robe ankara, un guillis noué lâchement sur la tête, Rita évoluait discrètement dans la foule, loin des caméras et du glamour attendu sur le tapis rouge de la première dame. Malgré l'absence d'annonce officielle, sa présence a tout de même fait tourner les têtes, même si la plupart des gens ne savaient pas qui elle était. Le destin, cependant, en avait décidé autrement ce jour-là. Par un cruel retournement de situation, Richard Carter, son ex-mari, se trouvait au même endroit, participant à un forum d'affaires organisé dans l'une des salles supérieures. Il était là par hasard, cherchant à renouer avec d'anciens contacts. Quand son regard se posa sur elle depuis l'autre côté du couloir, il se figea. Elle paraissait différente, plus saine, plus sûre d'elle, mais impossible de la confondre. Rita n'avait pas revu Richard depuis le divorce, et certainement pas depuis qu'il avait détruit tout ce qu'elle avait gagné. Son cœur battait fort tandis que leurs regards se croisaient. Il s'avança vers elle, l'incrédulité lisant le visage. « Rita ?» demanda-t-il d'une voix empreinte de confusion et d'arrogance. Elle ne répondit pas, mais son hésitation fut suffisante. Il lui barra le passage et l'entraîna dans un escalier silencieux près de la sortie de service. L'espace était étroit, le carrelage usé. « Que fais-tu ici? Qui t'a amené ici? Tu me suis ?» Son ton passa rapidement de la surprise à l'accusation, ses yeux scrutant tous les horizons, comme si sa présence menaçait quelque chose de fragile en lui. Rita essaya de partir, mais il lui attrapa le poignet. « Tu disparus comme un fantôme. Je te croyais mort, et maintenant tu vagabondes dans Lagos. » Elle retira sa main d'un geste sec, la voix posée. « Tu as perdu le droit de me demander quoi que ce soit, Richard. » Il n'en fallut pas plus. Sa colère explosa violemment. En une fraction de seconde de rage et de confusion, il la poussa violemment. L'escalier tournoya tandis que Rita perdait pied. Son cri résonna contre les murs de béton avant que son corps ne dévale les marches, s'immobilisant sans vie en bas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard resta figé en haut, le poids de ce qui venait de se passer s'imprégnant trop tard. Un agent de sécurité du centre communautaire, qui avait entendu les cris, s'est précipité dans la cage d'escalier quelques secondes plus tard. Rita était alors inconsciente, son foulard maculé de sang et son ventre, déjà légèrement bombé, étaient immobiles. Les secours ont été immédiatement appelés et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital privé le plus proche. Richard disparut avant que les sirènes ne retentissent, le cœur battant la chamade. Il ignorait encore la vérité la plus importante. La femme qu'il venait de pousser était désormais la première dame de la République fédérale du Nigeria. Son identité avait été soigneusement cachée au public pour des raisons de sécurité, et maintenant, alors qu'elle gisait inconsciente sous une lumière chirurgicale intense, la vérité allait éclater et se transformer en une tempête bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre par un mardi matin somnol. L'hospitalisation de la première dame après une chute mystérieuse a fait la une des principaux journaux nigérians. En quelques heures, les chaînes de télévision ont interrompu leurs programmes habituels pour diffuser des informations en continu sur l'incident. Les réseaux sociaux ont explosé, submergés de rumeurs, de spéculations et de théories du complot. La plupart des habitants du pays ignoraient que le président Timothy Charles était marié,
et encore moins à une femme restée si discrète. Des photos de l'événement de sensibilisation communautaire de Surulere ont commencé à faire surface, des images floues montrant Rita souriant avec des femmes du quartier quelques instants avant la chute. L'équipe de presse présidentielle s'est empressée de publier un bref communiqué confirmant que la première dame avait été victime d'un accident et que son état était critique mais stable. Le président a annulé tous ses engagements et est resté à ses côtés à l'hôpital, gardant un silence lourd et intentionnel. Partout dans le pays, l'inquiétude grandissait, les citoyens cherchant à comprendre comment une femme si peu exposée au public avait pu subir une blessure aussi dramatique et inexpliquée. À Ozorhac, les couloirs étaient tendus. Timothy était assis dans une salle d'attente privée, entouré de chefs de la sécurité, de hauts responsables et de professionnels de la santé qui lui chuchotaient des nouvelles toutes les quelques minutes. Bien que calme en apparence, son esprit était un champ de bataille. Il lui repassa son dernier appel, bref et joyeux. Elle avait évoqué son retour discret à Lagos pour superviser un centre d'autonomisation des femmes en rénovation, une opération dont ils avaient convenu qu'elle resterait discrète. Elle gisait maintenant dans un lit d'hôpital, avec de graves contusions, une fracture mineure du crâne et des complications menaçant sa grossesse. La présidente a donné un ordre d'une clarté glaçante. « Je veux la vérité. Chaque seconde de sa journée doit être racontée. » Aucune piste n'a été négligée. Les services de sécurité de l'État, en collaboration avec une unité spéciale de la police, ont ouvert une enquête officielle. Des agents ont été dépêchés au centre communautaire. Des images de vidéosurveillance ont été enregistrées. Témoins, gardes, organisateurs de l'événement et vendeurs locaux ont été interrogés. Ce qui avait commencé comme une urgence médicale évoluait désormais vers un problème de sécurité nationale. À huis clos, l'enquête s'est accélérée. Des images de vidéosurveillance de la cage d'escalier où Rita était tombée ont été visionnées. Les images étaient partiellement obscurcies, mais montraient clairement une silhouette masculine la suivant dans le couloir. Bien que le visage de l'homme ne soit pas visible, les enquêteurs l'ont isolé des images précédentes du couloir et ont retracé son heure d'entrée. Un logiciel d'arrière-plan a commencé à analyser chaque personne entrant dans le bâtiment dans la fenêtre critique. Pendant ce temps, des rumeurs d'actes criminels ont commencé à circuler parmi le public. Certains ont spéculé sur un coup monté de l'intérieur. D'autres ont accusé des ennemis politiques ou des rivaux jaloux. Le fait que l'identité de la première dame venait tout juste d'être révélée ajoutait encore au mystère. Timothy resta silencieux, laissant les enquêteurs poursuivre leur route sans encombre. Mais intérieurement, il commençait à soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Quelque chose de terrible s'était produit, et quelqu'un allait en payer le prix. La découverte est intervenue tard dans la soirée, après des heures passées à éplucher les images de vidéosurveillance. L'un des analystes de la division de surveillance du service de sécurité de l'État, SSS, a appelé son supérieur d'un ton pressant. Une correspondance avait été trouvée. Des images plus nettes de l'entrée latérale du bâtiment montraient un homme entrant quelques minutes avant la chute de Rita. Son visage était reconnaissable entre mille pour ceux qui l'avaient croisé, Richard Carter. Son nom n'évoquait rien aux agents de sécurité, mais l'équipe a croisé son image avec une base de données de reconnaissance faciale et a obtenu une correspondance. D'autres images du couloir où se trouvait la cage d'escalier montraient le même homme suivant Rita de près, tout en gardant un distance notable. Elle était tendue, les épaules raides, le visage inexpressif. En zoomant et en ralentissant la vidéo, les analystes distinguèrent une brève confrontation. Rita se retourna pour parler. Puis, quelques secondes plus tard, elle tomba en arrière, hors champ. Bien que le moment précis de la chute n'ait pas été filmé directement, les implications étaient indéniables. La brusque ruade de l'homme, sa tentative paniquée de descendre les escaliers et sa sortie précipitée étaient accablantes. Les preuves furent immédiatement transmises au cercle intime du président, et à minuit, Timothy Charles avait reçu le rapport complet. Il fixa l'image figée du visage de Richard sur l'écran, la mâchoire serrée, tandis qu'il réalisait. Rita avait toujours été réservée sur son passé. Elle n'avait jamais parlé en détail de son ex-mari, ne faisant que vaguement allusion à lui lorsqu'il insistait. Timothy avait respecté ses limites, pensant que son silence était dû à la douleur plutôt qu'à la honte. À présent, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Le traumatisme initial, l'hésitation à s'exposer au grand jour, sa réticence à retourner à Lagos.
Il se leva de sa chaise et arpenta le bureau privé, l'esprit en ébullition. Il demanda discrètement tous les antécédents judiciaires de Rita. Il ne voulait pas l'inquiéter tant qu'elle était encore en convalescence, mais l'urgence était désormais personnelle. Ce n'était plus une question de protocole ou de devoir. Quelqu'un avait tenté de s'en prendre à sa femme, et c'était quelqu'un qu'elle avait aimé. Le lendemain matin, une enquête confidentielle a été ouverte sur les récents déplacements de Richard Carter. Les enquêteurs ont appris que Richard était revenu à Lagos quelques semaines plus tôt, prétendant développer une nouvelle start-up technologique. Son adresse a été localisée dans un service après-vente non loin du centre communautaire. Ses relevés téléphoniques le situaient dans le secteur au moment exact de l'accident de Rita. Le conseiller principal de Timothy a confirmé que l'homme n'avait aucune activité officielle à proximité du lieu de l'événement. Peu à peu, les liens se sont renoués avec des rapports antérieurs. Une boutique incendiée au Bénin, des voyous introuvables, le retour précipité de Rita de Lagos des mois auparavant. Timothy avait gardé le silence sur ses découvertes, mais sa détermination s'était renforcée. L'homme qui avait blessé Rita par le passé était de retour, et cette fois, il avait osé frapper à nouveau. Ce que Richard Carter ignorait, c'est que la femme qu'il avait autrefois rejetée n'était plus seule et que son protecteur était l'homme le plus puissant du pays. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les écrans de tout le Nigeria diffusèrent à plein volume des informations sur la mystérieuse chute de la première dame dans une cage d'escalier. Peu de temps après, les images de surveillance du centre d'événements de Lagos ont révélé une scène choquante. Richard Carter, l'homme d'affaires autrefois respecté, poussait une femme enceinte dans les escaliers, dans un accès de rage. Les images granuleuses montraient le visage de la femme juste avant sa chute, Rita, l'épouse du président. À cet instant, le halètement collectif du pays était presque audible. Mais nulle part le choc ne fut plus paralysant que dans la poitrine de Richard. Seul dans l'appartement faiblement éclairé qu'il partageait désormais avec Alexa, il regardait les images, bouche bée, le cœur battant. Son ex-femme, Rita, était la première dame du Nigeria. Et il venait de l'agresser publiquement, sans le savoir. L'emballement médiatique qui s'ensuivit fut rapide et implacable. Le lendemain matin, le visage de Richard était affiché dans les journaux, sur les écrans de télévision et sur les réseaux sociaux. Son ex-mari agresse la première dame enceinte. Indignation nationale, qui est Richard Carter? Le scandale présidentiel est dévoilé. Des paparazzis ont pris d'assaut sa propriété désuète. Des manifestants se sont rassemblés devant son bureau. Ses partenaires commerciaux, paniqués, se sont retirés. Alexa, visiblement secouée, prépara son sac en silence. Richard était assis au bord du lit, le regard perdu dans le vide. Il repensait à chaque mot dur qu'il avait adressé à Rita, chaque nuit où elle pleurait jusqu'à s'endormir à ses côtés. Les points se rejoignaient enfin. Son élégance, sa disparition soudaine, la destruction de sa boutique, et maintenant sa renaissance aux côtés de l'homme le plus puissant du pays. À peine sorti de chez lui, des policiers en civil l'encerclaient. « Monsieur Richard Carter, vous êtes en état d'arrestation pour agression, mise en danger de la vie de la première dame et autres chefs d'accusation faisant l'objet d'une enquête fédérale. » Les caméras ont cliqué. Les journalistes ont crié son nom. Il a été traîné dans un SUV noir sous le regard attentif du pays tout entier. Ses paumes étaient moites, ses poignets glacés par les menottes en acier, et il avait la tête qui tournait d'incrédulité. L'homme qui croyait autrefois avoir le contrôle absolu sur la vie de Rita était désormais un méchant sur la scène nationale. À l'intérieur du SUV, une policière le fixait avec dégoût. « Tu ne savais vraiment pas qui elle était ?» demanda-t-elle. Richard, muet, baissa les yeux, honteux. Son monde, son image, son ego soigneusement construit s'était effondré, brique par brique, sous le poids d'une vérité terrifiante. Rita Jones n'était plus à lui. Elle était la première dame du Nigeria. Et le pays réclamait justice. La tentative d'Alexa Matthews de fuir le pays fut de courte durée. Vêtue de lunettes de soleil et d'un foulard de créateur, elle pensait franchir le terminal international de l'aéroport Murtala Mohammed sans difficulté. Mais alors qu'elle approchait de la porte d'embarquement, des agents de l'immigration, prévenus par les enquêteurs fédéraux, l'interceptèrent. « Mademoiselle Matthews, vous êtes requise pour un interrogatoire, » lui dit-elle sèchement. La panique brilla dans ses yeux. Quelques minutes plus tard, elle fut escortée, sa valise laissée sur le tapis roulant. Sous la pression, les secrets précieusement gardés d'Alexa furent dévoilés.
Les enquêteurs ont découvert une série de chantages, de détournements de fonds et de fraudes immobilières s'étendant sur plusieurs États. Des comptes cachés, des documents falsifiés et des victimes réduites au silence ont été révélés. Les médias s'en sont donnés à cœur joie, la démasquant non seulement comme la maîtresse de Richard, mais aussi comme une manipulatrice opportuniste aux longs antécédents de tromperie. Sa façade glamour s'est effondrée sous le poids des preuves. Confrontée à des accusations accablantes et à la menace d'une longue peine de prison, Alexa s'est retournée. Dans une tentative désespérée d'obtenir la clémence, elle a révélé des détails accablants sur Richard, sa connaissance de transactions illégales, les menaces proférées contre Rita, et même les voyous envoyés pour détruire sa boutique. Son témoignage a dépeint Richard non seulement comme un abusif, mais aussi comme un complice criminel d'un tissu de mensonges. La trahison a été rapide et brutale. Et c'est ainsi qu'Alexa, autrefois l'alliée la plus fidèle de Richard, est devenue le témoin principal de l'accusation. La chambre d'hôpital de Rita à la clinique Ozo Rock était silencieuse, emplie seulement du doux bourdonnement des appareils médicaux et du parfum chaleureux des fleurs fraîches. La nation retenait son souffle tandis que la première dame restait sous étroite surveillance, ses blessures dues à la chute s'améliorant lentement avec le temps. Ses médecins restaient optimistes, mais les blessures émotionnelles étaient plus profondes que les blessures physiques. Bien qu'elle parlât peu, le silence de Rita portait le poids des trahisons passées, des peurs présentes et du fragile espoir que les choses pourraient un jour revenir à la normale. Timothy Charles ne la quittait jamais. Entre les réunions du cabinet et les briefings nationaux, il s'asseyait à ses côtés, lui tenant la main, lisant à voix haute ses poésies préférées ou la regardant simplement dormir. Le président de la République fédérale du Nigeria n'avait jamais semblé aussi humain. Son regard doux, sa voix douce. Il ne lui demanda pas de parler de la chute ou de Richard, il lui offrit simplement sa présence, un sanctuaire tranquille où Rita pourrait se sentir en sécurité. Et grâce à ces échanges silencieux, la confiance s'approfondit. Au fil des jours, Rita retrouva un sourire, d'abord timide, puis plus éclatant. Son appétit revint, et ses forces aussi. Elle fut transférée des soins intensifs vers une salle de réveil privée. Sur la véranda surplombant les jardins présidentiels, elle et Timothy se promenaient lentement, souvent main dans la main, parlant peu mais ressentant beaucoup. Leur amour, forgé dans le secret, avait été mis à l'épreuve. Et maintenant, au rythme doux de la guérison, il s'était transformé en quelque chose de plus profond, d'inébranlable, d'indéniable. La salle de visite de la prison était silencieuse, les néons au-dessus bourdonnant faiblement. Richard Carter était assis en face de la table en acier, menotté, son air autrefois confiant ayant laissé place à un silence las. Il leva à peine la tête lorsque Rita entra, rayonnante de simplicité, calme mais indéchiffrable. Elle s'assit en face de lui, les mains posées délicatement sur la surface métallique froide. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement, deux êtres au passé complexe, confrontés à un moment de vérité. Richard parla enfin, la voix brisée. Il tenta de s'excuser, les mots hésitants, le regret pesant sur lui. Il raconta sa dissidence, comment l'insécurité, l'orgueil et la manipulation l'avaient transformé en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Rita l'écouta sans l'interrompre, l'air calme mais distant. Quand il eut fini, elle le regarda dans les yeux, non pas avec colère, mais avec clarté. « Je ne suis pas là pour justifier ce que tu as fait, » dit-elle doucement. « Je suis là pour me libérer de la prison dans laquelle tes actions ont tenté de me maintenir. » Puis elle lui pardonna, non pas pour lui, mais pour elle. Pour son enfant, pour la paix qu'elle avait tant lutté pour retrouver. Son pardon fut silencieux, digne et définitif. Le sang-froid de Richard S. Brisa. Ses épaules tremblaient tandis qu'il fondait en larmes, le poids de ce qu'il avait fait s'abattant sur lui. Rita se leva, lui lança un dernier regard et s'éloigna, non pas comme sa victime, mais comme une femme qui s'était élevée bien au-delà de son espérance. Le grand auditorium d'Abuja était plein à craquer, vibrant d'impatience. Des banderoles lumineuses témoignaient de la force de sa voix, annonçant une nouvelle aube pour les femmes, et les projecteurs étaient braqués sur l'élégante silhouette qui s'avançait avec assurance vers le podium. Rita Charles, la première dame du Nigeria. Ce qui avait commencé comme un murmure de guérison dans son cœur était devenu un mouvement à part entière. Aujourd'hui marquait le lancement officiel de l'initiative Femmes debout, une campagne nationale dédiée à l'autonomisation des femmes de tous horizons. L'atmosphère changeait tandis qu'elle parlait. Sa voix, calme et résolue,
portait le poids de la vérité et de l'expérience. Elle ne parlait pas en tant qu'épouse du président, mais en tant que femme ayant connu la trahison, la perte et la survie. Sans citer de nom, elle racontait son histoire, depuis les cendres du chagrin à Lagos jusqu'à la redécouverte au Bénin, et enfin, l'espoir aux côtés de l'homme qui honorait sa valeur. Ces mots ont profondément touché le cœur des auditeurs, des politiciens, des militants, des mères, des filles et des survivants. Le silence entre ces phrases était empli de larmes silencieuses et de mains serrées. À la fin de l'événement, une vague avait commencé à se former. Les promesses de dons ont afflué de tous les États. Des personnalités influentes, des célébrités, des ONG et même des législateurs sceptiques ont exprimé leur soutien. Des programmes ont été mis en place, des centres d'acquisition de compétences pour les veuves, un soutien juridique pour les victimes de violences conjugales et des bourses pour les jeunes filles. Ce que Rita avait lancé n'était pas une campagne ordinaire, c'était un mouvement. Son courage à s'exprimer a déclenché une révolution. Dans les villes comme à la campagne, les femmes ont pris un peu plus de hauteur. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait transformé sa douleur en force, et la nation l'écoutait. Au cœur de Benin City, où le voyage de Rita avait autrefois repris dans la douleur, un nouveau chapitre s'ouvrait. Les portes du refuge Haven of Grace s'ouvrirent discrètement mais symboliquement, marquées par une cérémonie d'inauguration en toute simplicité, à laquelle assistèrent des survivants, des militants et la communauté locale. Rita se tenait à côté du panneau avec une fierté humble. Le refuge était plus qu'un bâtiment. C'était un sanctuaire pour les femmes qui avaient besoin de guérison, d'espoir et d'un nouveau départ. Le président Timothy Charles était à ses côtés, non pas en tant que dirigeant du Nigeria, mais en tant que partenaire indéfectible. Son soutien discret transparaissait dans chacun de ses gestes, il aidait à coordonner la logistique, rencontrait les dirigeants locaux et s'assurait que le refuge obtienne un soutien national. Ensemble, ils parcouraient les couloirs, saluaient le personnel, écoutaient les témoignages et voyaient arriver le premier groupe de femmes et d'enfants avec un soulagement prudent dans le regard. La souffrance passée de Rita ouvrait désormais la voie à la guérison d'une autre personne. Plus tard, alors que le soleil disparaissait à l'horizon de la Terre Rouge, le couple visita la maison d'enfance de Rita. Les voisins se rassemblèrent, certains la reconnaissant avec admiration, d'autres avec fierté. Elle était revenue non pas comme une victime, mais comme un modèle de force. Timothy lui tenait la main tandis qu'il se tenait devant la foule, et pour la première fois depuis des années, Rita sourit sans l'ombre de son passé. Le Bénin l'avait vue tomber, mais maintenant, il la voyait se relever. Debout devant les caméras, le drapeau nigérian derrière elle, Rita faisait face à la nation. La salle était silencieuse, des millions de personnes l'observaient depuis leurs maisons, leurs bureaux et les coins de rue à travers le pays. Sa posture était calme, son expression posée. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix était claire, posée, ferme et pleine de grâce. Elle n'a pas raconté toutes les souffrances qu'elle avait endurées, ni nommé ceux qui lui avaient fait du tort. Elle a plutôt parlé de résilience, de la lumière retrouvée après les ténèbres, de la force tranquille qui habite chaque femme pour se relever. Ses mots étaient empreints de vérité et de chaleur de guérison. À la fin de son discours, il n'y eut plus d'applaudissements dans la salle, seulement un moment de silence solennel. Partout au pays, les cœurs s'élevèrent. Rita Jones Charles n'était pas seulement la première dame, mais aussi un emblème vivant de force, de renaissance et d'espoir inébranlable. Son histoire était devenue un mouvement, et sa voix, un héritage. Des mois après le discours historique de Rita, le rythme du Nigeria s'est mis à vibrer d'une énergie nouvelle, portée par le courage, la guérison et une révolution silencieuse. Partout au pays, des villages reculés de Kaduna aux recoins animés de l'île de Lagos, des femmes ont commencé à trouver leur voie. Des refuges ont ouvert, des lignes d'assistance téléphonique ont été activées, et la campagne d'autonomisation de la Première Dame a pris racine dans des cœurs qui avaient autrefois peur d'espérer. L'histoire de Rita est devenue plus qu'un simple récit de survie. Elle est devenue un modèle d'estime de soi et de transformation. Son image n'a plus brillé dans les tabloïds, mais est apparue sur des fresques murales, dans des manuels scolaires et dans le cœur de jeunes filles qui osaient désormais rêver sans crainte. En coulisses, Rita et Timothy trouvèrent une harmonie qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Malgré le poids des responsabilités présidentielles, Timothy garda les pieds sur terre, n'oubliant jamais la femme qui avait un jour trébuché dans une clinique au Bénin, meurtrie mais intacte. Leur amour mûrit, sans éclat ni romantisme excessif,
mais solide, comme du granit sculpté par le temps et la tendresse. Il disait souvent que sa force faisait de lui un homme meilleur, et elle répondait que sa douceur lui rappelait que l'amour ne s'accompagne pas forcément de souffrance. Ensemble, ils ont mené non seulement une politique, mais aussi une intégrité personnelle, devenant un symbole de leadership humain et profondément attachant. Quant à Richard Carter, la vie derrière les barreaux s'est lentement décomposée. Le procès avait révélé non seulement ses crimes, mais aussi ses faiblesses, les incertitudes qui nourrissaient sa cruauté et l'ambition qui étouffaient son jugement. Alexa, autrefois marionnettiste, devint un exemple édifiant de cupidité et de manipulation. Sa coopération avec les autorités réduisit sa peine, mais pas sa honte. Depuis leur chute, un dialogue national s'est engagé sur les violences conjugales, le coût du silence et les systèmes qui favorisent de telles tragédies. La justice n'avait pas seulement été rendue au tribunal, mais s'était répercutée sur les politiques visant à prévenir de futurs chagrins. Rita retournait souvent au Bénin pour des moments de calme, parfois seule, parfois avec Timothy. Elle avait arpenté les rues qu'elle avait autrefois fuies de honte, désormais accueillies avec chaleur et respect. Les vestiges de son ancienne boutique avaient été transformés en centre communautaire, dont les murs étaient peints de couleurs vives et de citations inspirantes. L'une d'elles, juste à l'entrée, disait « L'ascension ne ressemble pas toujours à la victoire. Parfois, il suffit de se relever une fois de plus. » C'était un rappel de ses origines, de ce à quoi elle avait survécu et des vies qu'elle avait touchées simplement en restant debout, inébranlable. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.